Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée débat Forum Veritas, organisée par le groupe biblique universitaire de Paris-Saclay. Le thème d'aujourd'hui est changement climatique, transition énergétique, un autre monde est-il possible? Les groupes bibliques universitaires sont une association culturelle qui réunit des étudiants pour réfléchir autour de la Bible et de son enseignement. Les Forums Veritas sont des rencontres qui visent à mettre en dialogue la pensée chrétienne avec d'autres visions du monde. Je me présente, je m'appelle Samuel Gruffaz, je suis étudiant à l'École normale supérieure Paris-Saclay en troisième année au département de maths. Et ce soir, nous avons un thème très intéressant, avec deux orateurs très qualifiés, qui pourront nous apporter leurs éléments de réflexion. Notre premier orateur est Jean-François Mouot. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Ouais. Jean-François Mouot est directeur d'Arocha France, organisation chrétienne de protection de la nature et de l'environnement créée il y a 40 ans. Après avoir étudié dans plusieurs pays, France, Grande-Bretagne, Canada, Irlande, il soutient une thèse en histoire à l'Institut universitaire européen à Florence, en Italie. Il obtient ensuite une bourse postdoctorale qui lui permet de se spécialiser à l'université de Georgetown à Washington, en histoire de l'environnement, une branche de l'histoire qui s'intéresse au rapport entre les hommes et leur environnement au cours des siècles. Il est auteur de plusieurs livres, dont Des esclaves énergétiques, réflexions sur le changement climatique, Les réfugiés acadiens en France, 1758-1785, l'impossible réintégration. Il fait aussi partie du conseil scientifique du Shift Project, un think tank fondé par Jean-Marc Jancovici qui vise à décarboner la société. Merci d'être avec nous pour cette soirée. Notre deuxième intervenant est Philippe Biwix. Bonjour et bienvenue. Bonsoir. Philippe Biwix est ingénieur centralien, auteur d'essais sur les questions environnementales. Philippe Biwix a travaillé comme ingénieur conseil ou dirigeant dans différents secteurs industriels, en particulier les transports et la construction, avant de rejoindre le groupe AREP, Agence d'architecture interdisciplinaire et filiale de la SNCF, comme directeur général. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la question des ressources non renouvelables et des enjeux technologiques associés, en particulier L'âge des low-tech, vers une civilisation techniquement soutenable, et Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire. Très bien. Je vous rappelle à tous les deux et à tous nos auditeurs le déroulé de la soirée. Nous aurons 3 temps. 15 minutes d'intervention pour chaque orateur, un temps d'échange entre eux d'environ 10-15 minutes, puis un temps de réponse aux questions que vous auriez postées dans Zoom et Facebook de 30 à 40 minutes. Nous vous invitons à poser vos questions en commentaire sous la vidéo Facebook et sur le chat de l'application Zoom afin que nous puissions les faire remonter aux orateurs pour la dernière partie du débat. Je me répète, mais le plus important, ce sont vos questions. Sans plus attendre, je donne la parole à Jean-François Mouot pour la première intervention de la soirée sur le thème « Changement climatique, transition énergétique. Un autre monde est-il possible ?» Bonsoir et merci beaucoup pour cette invitation ce soir. Je suis très honoré d'être avec vous. Alors, le sujet de ce soir, c'est une question qui me passionne depuis plus de 15 ans. Et Philippe, j'ai lu avec grand intérêt votre ouvrage L'âge des low-tech. Et j'ai regardé aussi plusieurs de vos interviews sur Thinkerview que j'ai trouvé tout à fait remarquables. Et je peux dire que je partage globalement tout à fait le diagnostic général que vous dressez. Je suis aussi globalement d'accord avec les différentes suggestions que vous faites pour aller vers une société techniquement soutenable. Et je voudrais, dans une première partie de mon intervention, parler donc de ces points de convergence. Dans un deuxième temps, je voudrais m'interroger sur cet autre monde que nous appelons de nos voeux tous les deux et quelles seraient les conditions pour qu'il soit possible. Là, vous verrez que nos positions divergent peut-être un peu, mais je serai heureux d'écouter ce que vous avez à répondre. Alors, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic que vous dressez et que vous n'êtes pas le seul à faire d'ailleurs sur l'état de la planète. Quel constat? Je pense que vous allez certainement le développer ce soir, donc je résume à grands traits rapidement. Premièrement, que notre modèle de société n'est pas soutenable, du fait notamment de l'épuisement des ressources, du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, des menaces sur l'agriculture, de la pollution, etc. Et ça, votre livre notamment et vos interviews le montrent très bien. Deuxièmement, vous montrez que notre système actuel pose aussi de graves problèmes moraux, puisque nous allons laisser une planète en très mauvais état à nos enfants. Et troisièmement, et c'est là que votre propos est particulièrement percutant, je trouve, vous dénoncez une certaine utopie technologique et vous alertez sur le fait que les technologies dites vertes, entre guillemets, ne peuvent pas nous sauver du problème ou des problèmes devant lesquels nous sommes aujourd'hui. Donc, on est tout à fait d'accord ensemble que notre système va droit vers une contraction, des turbulences,
des problèmes très graves. Et sur toutes ces questions, je suis globalement tout à fait en phase avec vous. Je suis aussi d'accord globalement sur les propositions que vous faites d'aller vers un monde low-tech. Je pense que vous avez tout à fait raison sur le fait qu'une société telle que vous la décrivez, où les voitures auraient quasiment disparu, où on travaillerait moins, 2 jours par semaine, vous proposez, où on produirait des légumes dans son jardin, où on aurait des écoles débarrassées de la plaie des écrans, où on n'aurait plus de prospectus publicitaires dans nos boîtes aux lettres pour vanter les mérites de lessive. Tout ça, c'est des exemples qu'on a dans votre livre. Tout en gardant donc certains aspects indéniablement positifs de nos sociétés actuelles. On garderait les dentistes, vous suggérez, et je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus aussi. Une telle société serait indéniablement plus harmonieuse, les gens seraient plus heureux et la vie aurait plus de sens qu'aujourd'hui. Donc là, on est encore tout à fait en phase. Votre position, d'ailleurs, me paraît plus nuancée et plus équilibrée que d'autres discours écologistes qu'on peut entendre à droite à gauche. Un peu de manière peut-être anecdotique, peut-être, mais c'est pas anecdotique. Je suis aussi 100% d'accord avec votre proposition de s'émerveiller davantage devant la complexité et la beauté du monde naturel. D'ailleurs, c'est une des raisons d'être de l'association Arocha dont je suis directeur. Je suis d'accord aussi pour dire qu'on n'a pas vraiment le choix face aux défis qui sont devant nous, que ni l'attentisme ni le survivalisme ne sont des vraies possibilités. Donc au final, je suis tout à fait d'accord avec votre programme, au moins sur le papier, mis à part quelques divergences ici et là, mais les points d'accord sont supérieurs largement aux points de désaccord. Mais cet autre monde qu'on souhaite est-il vraiment possible? Car après tout, vous décrivez un monde un peu idéal, avec les avantages du monde actuel, le fameux dentiste, sans les inconvénients, la pollution, les désagréments que vous citez dans votre livre. Mais on pourrait tout aussi bien peut-être se retrouver dans un monde totalement dystopique. Et il suffit d'ouvrir Netflix aujourd'hui, que je ne conseille pas d'ailleurs parce que c'est pas très low-tech et c'est pas hyper bien au niveau du carbone, mais pour voir qu'il y a une multitude de films apocalyptiques qui sont proposés, qui explorent à quoi pourrait ressembler le monde d'après la catastrophe. Et de fait, face à des crises, et ça les sciences humaines le montrent bien, les sociétés ont traditionnellement répondu soit par des élans d'altruisme, ça existe, de l'entraide, soit de manière beaucoup plus positive, beaucoup moins positive plutôt, en cherchant des boucs émissaires, en organisant des pogroms, des émeutes, des pillages, etc. Donc ce monde-là est aussi possible. Vous posez d'ailleurs vous-même la question à un moment de votre livre, L'âge des low-tech, est-ce être trop optimiste sur la nature humaine de réaliser ce programme que vous proposez? Et vous reconnaissez vous-même que les lecteurs risquent d'avoir de sérieux doutes sur la faisabilité de ce programme. D'ailleurs, votre livre m'a fait penser très fort à un autre livre, celui de Fritz Schumacher, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Small is Beautiful, qui est très connu en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais pas beaucoup en France, qui a été publié en 1973, à peu près en même temps que le rapport du Club de Rome, qui a été publié en 1972. Et ce livre, d'une certaine façon, pourrait presque être un précurseur du vôtre, L'âge des low-tech. Pourtant, depuis ces publications pionnières, il y en a eu beaucoup d'autres après, je parle du rapport du Club de Rome et d'autres, la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une incapacité du monde à reconnaître la faillibilité de l'homme. Et de fait, je m'interroge sur la possibilité de réaliser votre programme, qui est très séduisant par ailleurs. Il y a un certain paradoxe que vous dénoncez à juste titre, une utopie technologique. Vous dénoncez une confiance mal placée devant les possibilités techniques d'apporter des solutions à la crise actuelle. Et vous montrez comment ceux qui rêvent de couvrir la France de panneaux solaires et d'éoliennes, par exemple, vont se heurter à des problèmes physiques bien concrets, de rareté des matériaux, d'approvisionnement, de mise en réseau, etc. Et ça, vous faites vraiment un excellent travail de montrer à quel point on aurait tort de placer trop de confiance dans la technique pour nous sortir. Et je crois que là-dessus, vous êtes un lanceur d'alerte qu'il faut vraiment écouter face à des gens qui sont assez nombreux, qui croient que
on va s'en sortir grâce à des solutions technologiques diverses et variées. Mais, et c'est un peu le paradoxe, d'un autre côté, votre livre pourrait presque donner l'impression que vous croyez à une certaine forme d'utopie politique ou anthropologique. C'est-à-dire une croyance, à mon avis, exagérée dans la possibilité des sociétés de se réformer pour retourner en quelque sorte à un certain paradis sur Terre, le retour au jardin d'Éden en quelque sorte. Et je suis sceptique à double ou triple titre même. D'abord, parce qu'à titre personnel, j'ai constaté que ça ne marchait pas vraiment. Ça fait 15 ans que, un peu comme vous, je suis préoccupé par ces questions et que j'essaie de trouver des solutions, de réfléchir. Et d'autre part, parce qu'il me semble que l'histoire aussi n'est pas très optimiste par rapport à la capacité des sociétés de se réformer. Alors, à titre personnel, d'abord, j'ai essayé à mon niveau de faire changer les choses quand j'ai pris conscience de cette urgence climatique, de ces problèmes de biodiversité, de pénurie de ressources. J'ai essayé de faire changer les choses d'abord à un niveau macro. À l'époque, je travaillais à l'université, j'étais enseignant-chercheur. J'ai pensé que, en publiant un certain nombre d'ouvrages, en parlant dans des conférences, en essayant de faire avancer le débat académique dans ce domaine, que ça allait contribuer à réveiller les consciences. J'ai semé quelques graines, mais là où je pensais qu'il y aurait un électrochoc de la société, 15 ans après, je dois reconnaître que même si les choses avancent, elles avancent bien trop lentement. Il y a un graphique que j'aime beaucoup, Jean-Marc Jancovici. Il y a un graphique qui montre dans certaines de ses conférences où on voit la concentration en gaz à effet de serre qui continue à augmenter inexorablement, et il met en face de cette augmentation toutes les conférences qui se sont succédées sur le changement climatique, par exemple, pour montrer que on ait considéré ces conférences comme un succès ou comme un échec, ça n'a strictement rien changé à la courbe, à la ligne tout à fait droite d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. C'est comme il intitule ça on cause toujours. Effectivement, on a l'impression que quoi qu'on dise, ça ne fait pas avancer. Alors, j'ai essayé donc à l'échelle macro, je n'ai pas réussi. J'ai ensuite essayé à l'échelle micro de vivre dans une communauté de manière aussi cohérente et écologique que possible. Donc, j'ai déménagé dans le sud de la France et on a essayé avec d'autres, avec des collègues, de recréer en quelque sorte un autre monde à petite échelle pour pouvoir montrer l'exemple. De fait, mon expérience limitée d'un petit microcosme dans un centre, donc dans le sud de la France, qui s'appelle le centre des Courmettes, géré par l'association Arocha, où on essaie de pratiquer à petite échelle une vie proche de celle que vous décrivez dans votre livre, m'a montré de façon évidente toute la complexité du problème d'essayer de mettre en pratique des choses à l'échelle même locale. La vie en communauté, on pourrait dire, est sportive. Tout est matière à débat, l'utilisation des voitures, le covoiturage, la nourriture, les économies d'énergie, etc. Ce n'est pas parce qu'on est particulièrement compliqué ou farfelu, mais c'est comme ça que les communautés, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc tout ça, ça peut marcher pendant un certain temps, mais c'est aussi comme les régimes. Et j'ai un ami qui s'appelle Antoine Brett qui fait un peu une comparaison avec, vous savez, on essaie de faire un régime Weight Watchers, mais on est dans une boulangerie avec plein de pâtisseries devant nous, et il faut qu'on fasse le régime Weight Watchers. C'est un petit peu la même chose aujourd'hui qu'on fait. On se trouve dans une société qui est très riche en énergie, mais on est obligé il faudrait qu'on arrête de consommer autant, mais on a bien du mal à le faire. Et puis, il y a toutes les forces contraires qui sont présentes à la fois dans la société en général et aussi plus particulièrement dans les petites communautés, tout ce qui est les habitudes, la méfiance, les égoïsmes, et c'est très compliqué dans la pratique. Et donc, je dois reconnaître à titre privé et à l'échelle d'une petite communauté, comme à l'échelle plus générale, mon incapacité à vivre de manière vraiment soutenable et écologique. Par ailleurs, mon expérience d'historien me fait aussi douter de la possibilité de vivre dans une société telle que vous l'appelez de vos voeux. J'ai eu le privilège de travailler avec un historien américain qui s'appelle John McNeill, qui est un des plus grands historiens de l'environnement et l'un des rares à travailler à l'échelle mondiale. C'est-à-dire il a écrit notamment une histoire complète de l'humanité en quelques centaines de pages, donc il a vraiment une vue très,
très panoramique des sujets. Il a conclu de toutes ces recherches qu'il existe à sa connaissance seulement 2 cas où des sociétés, par opposition à des individus ou des groupes d'individus, donc des sociétés ont volontairement renoncé à une société abondante pour adopter un mode de vie plus frugal. Les 2 sociétés qu'il a identifiées dans l'histoire, c'est les premiers chrétiens et c'est l'Angleterre au moment de l'abolition de l'esclavage. Or, dans les 2 cas, et je tiens à préciser que John McNeill n'est pas du tout chrétien, il est agnostique, cette transformation radicale s'est faite dans des conditions bien particulières de réveil de la foi, de conversion profonde des hommes et des femmes qui ont ensuite initié ces changements. C'est évident pour le cas des premiers chrétiens, mais aussi dans le cas de l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne, que vous citez d'ailleurs vous-même aussi dans votre livre. C'est sous l'impulsion de William Wilberforce et d'autres chrétiens qui avaient expérimenté une conversion profonde religieuse que l'abolition a pu être menée à bout. Et même des historiens non chrétiens, agnostiques, sont obligés de le reconnaître. Si on enlève cet élément de foi profonde et vivante, on se retrouve avec des expériences utopiques qui ont fait long feu, je pense aux phalanstères de type Fourier, voire se sont transformés en cauchemars. Il suffit de voir l'imposition des systèmes collectivistes type kolkhoz ou sovkhoz par les soviets dans les années 1920 pour s'en rendre compte. Alors pourquoi ce problème? C'est assez facile à comprendre parce qu'au final, le problème auquel on se heurte est celui de ce que la Bible appelle le péché. Étymologiquement, le péché, ça n'a pas de connotation directement morale, ça veut simplement dire rater la cible. C'est ce que l'apôtre Paul disait autrement en disant « Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais ». Et ça correspond bien à mon expérience d'homme et aussi à mon expérience d'historien. Il n'y a pas de société parfaite et la perfection n'existe pas. D'ailleurs, vous le reconnaissez aussi dans votre livre. Hein, je ne dis pas du tout, je ne vous fais pas dire des choses que vous ne dites pas. La crise écologique a ceci d'extraordinaire que la notion de péché redevient, à mon avis, incontournable pour expliquer les problèmes majeurs devant lesquels nous nous trouvons. Alors, en conclusion, puisqu'on me fait signe de conclure, je suis d'accord avec vous sur le diagnostic, sur la gravité du problème. Je suis aussi d'accord avec vous sur ce que vous préconisez, aller vers un monde plus simple, comme le disait Gandhi d'ailleurs, hein, vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Ça me paraît une excellente philosophie de vivre. C'est déjà finalement l'exemple que donnait Jésus, celui, pour reprendre l'expression de Jacques Ellul, de la non-puissance. Vous citez aussi Jacques Ellul dans votre ouvrage et plusieurs autres auteurs chrétiens. Donc, je ne crois pas qu'on va arriver seul à construire cet autre monde à cause du péché de l'homme. On est comme des addicts, comme des personnes qui doivent faire un régime, j'ai cité tout à l'heure. Un autre monde est donc possible, mais seulement avec l'aide de Dieu, en reconnaissant nos erreurs et notre incapacité à changer par nous-mêmes. Et ultimement, la Bible promet une terre et des cieux renouvelés. C'est donc ça, l'autre monde que je crois possible. Et c'est comme ça que s'achève la Bible. Et c'est aussi comme ça que s'achève mon intervention. Merci beaucoup. Merci Jean-François pour ce premier exposé. Et je donne à présent la parole à Philippe Biouix. Merci Samuel, merci Jean-François pour cette très belle mise en bouche. Je me dis qu'en fait j'aurais dû démarrer parce que j'ai pas arrêté de prendre des notes. C'était tout à fait passionnant et j'avais envie de répondre et déjà de partir en tac au tac. Donc j'ai envie de complètement balayer la petite préparation que j'avais faite pour partir en improvisation totale. Et je ne sais pas si c'est bien raisonnable. Alors effectivement, sur le diagnostic, bon, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que je pense que voilà, on pourrait y passer beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui y passent de plus en plus de temps sur cet espoir d'un monde, par exemple, 100% renouvelable, mais dans lequel on n'aurait pas agi sur le levier de la sobriété énergétique, ce qui fait qu'effectivement, il faudrait installer un système extrêmement consommateur de ressources. Donc après, on peut aller faire des calculs et des projections sur la quantité de cobalt, de nickel, de cuivre, d'acier, que sais-je. Bon, et de toute manière, des incertitudes sur les réserves métalliques. En tout cas, ça sera un effort gigantesque et extrêmement complexe et dans lequel il y a aussi une inertie, un peu comme cette inertie tout à l'heure que vous décriviez des émissions de gaz à effet de serre et de l'augmentation de la concentration dans l'atmosphère, puisque à date, finalement, on ne fait qu'empiler des énergies renouvelables sur des énergies fossiles. On n'arrive pas à remplacer, en tout cas à l'échelle mondiale.
deuxième espoir, c'est évidemment l'espoir d'une croissance verte. Alors effectivement, et en ne prenant même qu'une des acceptions de cette croissance verte, la question de la dématérialisation, la question du découplage, c'est-à-dire la possibilité de continuer à poursuivre la croissance économique ad vitam aeternam, et le faire en consommant de moins en moins de matière, puisqu'évidemment, il y a un moment où sinon on pioche dans un stock un petit peu, et ça devient un petit peu compliqué peut-être au bout d'un moment. Est-ce qu'on peut faire ça? Les économistes parlent de découplage, hein, donc il faudrait à la fois faire de la croissance et en même temps baisser, la consommation d'énergie ou la consommation de matière, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution, et cetera. Ah, le problème, c'est qu'en fait, ce truc-là, alors si on se projette effectivement dans des temps qui nous ramènent au temps des premiers chrétiens, mais que nous on se projette dans l'autre sens, de 1000 ans dans l'autre sens, dans le futur, bah, à ce moment-là, le truc devient complètement absurde puisque, en gros, 2% de croissance par an sur un millénaire, ça fait un petit 400 millions de facteurs multiplicateurs. C'est facile de jouer avec les exponentielles et de montrer un peu l'absurdité ou le côté un peu science-fiction de tout ça. Qui peut croire qu'en l'an 3020, on sera avec un PIB 400 millions de fois plus important à l'échelle mondiale, et tout ça en restant inscrit dans les limites planétaires. Alors on pourrait dire, bon, c'est pas grave, Elon Musk et Jeff Bezos nous auront emmenés dans la Lune, sur Mars, mais en fait, même en allant dans la Lune ou sur Mars, il suffit de continuer à projeter les exponentielles un petit peu plus loin. Et on montre assez facilement en fait que, au bout de 1500 ans, donc en l'an 3500 à peu près, on a besoin de la puissance, de l'étoile solaire, ce qui fait quand même beaucoup, même quand on a inventé la fusion nucléaire. Et puis 37 ans plus tard, il faut 2 étoiles, et puis 37 ans plus tard, 4 étoiles. Et donc au bout d'un moment, il faut conquérir la galaxie à la vitesse, de la lumière, ce qui est quand même très compliqué. Enfin même beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Donc voilà, donc cette croissance verte, un peu ce système un peu absurde dans lequel on est. Bon. Et puis effectivement, vous l'avez mentionné, la question des utopies technologiques. Effectivement, alors est-ce que c'est une question d'humilité ou de manque d'humilité, ou est-ce qu'il y a une question de mauvaises habitudes? Je ne sais pas. Effectivement, on peut se poser la question. Bon, alors il se trouve que depuis l'âge de low-tech, là, j'ai effectivement commis un livre sur l'école numérique, enfin contre l'école numérique, et puis plus récemment, un livre qui s'appelle Le bonheur était pour demain, et dans lequel, du coup, ayant un petit peu vieilli, voilà, je reviens un peu quelque part sur un certain nombre de sujets, en particulier sur la question peut-être de la faisabilité quelque part de l'âge des low-tech qui, effectivement, finalement, essaye de montrer qu'il y a bien un autre monde qui est techniquement possible, on va dire. Et effectivement, qui a beaucoup plus de mal qui est sans doute un peu moins crédible sur ces dimensions économiques ou anthropologiques, effectivement, et sur la faisabilité à réellement se projeter dans un autre système. Et donc, dans ce livre-là, alors, je souris parce que en pensant à la référence à Schumacher, effectivement, alors en fait, nous ne sommes que des passeurs en réalité. J'ai l'impression de plus en plus en vieillissant que chaque génération remet un peu le couvert, et que les mêmes types de débats, alors évidemment réenchâssés dans le système technique, sociologique, historique, qui est ce qu'il est au moment où évidemment on a ce débat, mais qu'on a un petit peu tendance à remettre le couvert. Et finalement, effectivement, beaucoup de choses ont été écrites, ont été dites dans les années 70, dans les années 60, dans les années 50. Beaucoup de dystopies, évidemment, tout a été écrit. Enfin, en science-fiction, vous pouvez aller chercher la série Black Mirror, mais je veux dire, avant Black Mirror, vous avez bien des horreurs peut-être encore plus grandes qui ont été écrites, et qui ont finalement les deux faces ont été explorées, à la fois utopie et dystopie, sur toutes leurs composantes. Et en fait, ce débat sur la technologie, il est extrêmement prégnant, il est extrêmement important, parce que finalement, c'est le cœur du truc. C'est finalement, est-ce qu'on peut en sortir par le haut par des innovations technologiques, ou est-ce qu'effectivement, alors ça peut être la version un peu light avec des batteries géniales, qui ne consomment pas de métaux rares, des voitures qui vont vraiment être super performantes et qui ne consommeront pas beaucoup d'énergie, je ne sais pas quoi, et qu'en plus on partagera grâce au numérique. Mais ça pourrait être aussi jusqu'à de la géo-ingénierie très profonde. Enfin, voilà, on peut imaginer quand même beaucoup de choses et de dispositifs où on convoquerait des solutions technologiques. Et en fait, ce débat sur la technologie va-t-elle nous sauver ou pas, en fait, il existe au moins depuis les années 50. C'est-à-dire que les lanceurs d'alerte existent dès la fin des années 40, qui s'inquiètent en fait de la croissance démographique couplée
à la croissance de la consommation des ressources par personne, et qui vont très vite d'ailleurs promettre des famines mondiales, enfin promettre, prédire des famines mondiales, etc., des pénuries de ressources. Et puis très vite en face, vous allez avoir des futurologues, des prospectivistes, etc., qui vont dire: «Mais non, on a toujours trouvé, on a toujours repoussé la pénurie grâce à l'invention, enfin, à la formidable, au formidable génie humain, et il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça». Et d'une certaine manière, en fait, on pourrait dire, un partout la balle au centre, parce que, on n'a pas eu on a eu des famines bien sûr, mais qui ont été liées, à des effets, je dirais, sociaux, politiques d'une certaine manière, mais pas à cause d'une pénurie mondiale. Et puis on n'a pas non plus eu les bases lunaires et les Concorde qui sillonnaient le ciel, et les riches qui étaient en avions hypersoniques personnels, comme ça pouvait être décrit dans les années 50, à un moment où on pensait qu'on allait avoir une énergie gratuite, hein, évidemment grâce à l'énergie atomique. Donc il y a eu un petit peu, voilà, donc, et en fait ce débat, quand on regarde un peu les textes qui ont pu être écrits dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, en fait on retrouve exactement les mêmes termes du débat. Alors simplement, voilà, on nous refait le coup de la voiture volante. Donc dans les années 50, c'est la voiture volante. À la fin du 19e siècle, c'était les gravures de Robida où on sortait en calèche volante à l'Opéra de Paris. Et puis aujourd'hui, c'est Uber qui remet le couvert, ou Airbus avec la RATP, pour expliquer qu'on va avoir à nouveau des drones autonomes volants. Donc on a un peu tendance voilà, à réinventer un peu le débat et le discours, un peu des deux côtés, si je puis dire. Et voilà, je pense que notre génération, enfin, voilà, le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'échappe pas à la règle. Alors évidemment, pendant ce temps-là, l'état de la planète se dégrade pour le coup de manière réelle et inéluctable, parce que la quantité, c'est pas que tu lèves la main, Samuel, c'est que tu me dis que j'ai 5 minutes, c'est ça? Oui, ok. C'est juste pour être sûr. Donc voilà, on a cette échéance pour le coup, alors à la fois climatique maintenant, mais aussi évidemment d'effondrement de la biodiversité, lié à tous les phénomènes qu'on connaît bien et qui sont in fine liés à de la surexploitation de ressources. Alors, effectivement, je vous rejoins aussi sur l'énorme différence qu'il y a entre le techniquement possible et le humainement, ou le sociétalement ou socialement possible, je ne sais pas comment dire. Moi, j'irais, alors, dans Le bonheur était pour demain, j'ai un chapitre qui s'appelle Rousseau versus Solzhenitsyn. Moi, ma référence est sur la nature humaine, elle est plutôt du côté de Solzhenitsyn, hein, qui disait qui avait découvert sur la paillasse des prisons, disait-il, que la ligne de fracture entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque homme. Et que voilà, il n'y a pas les bons et les mauvais. En fait, on peut tous devenir bons ou mauvais en fonction des circonstances et des moments. Et que c'est pour ça d'ailleurs que, pour prendre une petite référence aussi on va dire chrétienne, Saint Georges terrasse le dragon, mais ne le tue pas, bien sûr, puisque le but, c'est évidemment que le bien terrasse le mal et le contrôle. Donc, je suis tout à fait d'accord il ne faut pas tomber dans l'erreur qui serait de dire finalement on design un monde pour des gens parfaits, qui seraient demain des éco-consommateurs, citoyens avertis du village mondial, tellement démocratique grâce aux technologies numériques, en plus, si on voulait. Mais justement, moi, je pense que ce que je propose, mais c'est là qu'évidemment mes compétences d'ingénieur sont extrêmement limitées, puisqu'évidemment, il faudrait plutôt la convoquer effectivement des compétences d'historien, de sociologue, d'anthropologue, de psychologue, de politologue, que sais-je. Donc moi, c'est ma sensibilité. Il y a mille manières d'agir, effectivement. Il y a des manières qui peuvent être des manières fiscales, mais on sait qu'il peut y avoir des questions de justice sociale, d'acceptabilité. Il peut y avoir des questions réglementaires. On a vu avec Covid-19, par exemple, que de temps en temps, quand on reprend la main, la puissance publique savait faire des choses absolument affreuses, liberticides et rapides. Donc on peut faire des choses un peu moins affreuses, un peu moins rapides et un peu mieux expliquées, mais pourquoi pas? On pourrait en tout cas s'inspirer du fait que parfois l'histoire accélère un peu rapidement. Mais voilà, je pense qu'en fait, moi, je ne suis pas sûr que ça soit complètement la nature humaine enfin, bien sûr, il y a des fondamentaux sur la question de la rivalité mimétique, donc qui incite à consommer. On vient flatter nos plus bas instincts, puisque finalement, c'est quoi nos utopies aujourd'hui? C'est de plus travailler, d'avoir l'abondance dans l'oisiveté, et puis évidemment, si possible, d'être immortel sur cette terre.
Hein, c'est ça, en fait, et ces utopies-là sont les mêmes depuis des siècles, ou même depuis que l'homme est homme. Hein. Voilà, on retrouve des textes dès les Grecs anciens sur le sujet, et depuis Francis Bacon et le XVIIe siècle, la technologie appliquée, enfin il n'emploie pas ce mot-là, mais c'est ce que ça veut dire, les sciences appliquées aux techniques vont permettre justement d'aller vers ce monde, vers ce bonheur technologique, et finalement on continue à nous faire le coup du bonheur technologique, alors qu'on voit bien que les dispositifs technologiques ne nous rendent pas plus heureux, de la même manière d'ailleurs que les économistes commencent à se rendre compte que le PIB par habitant, eh ben, au début c'est bien quand on sort de la misère, mais ensuite c'est pas forcément tellement mieux, et qu'il y a d'autres composantes au bonheur largement que le PIB par habitant, et qu'on plafonne assez vite. Donc bien sûr, il y a des questions de nature humaine, mais je pense qu'il y a aussi des questions de système. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait plus peur peut-être que l'envie collective ou personnelle de chacun ou de chacune dans une transition possible, c'est la question des forces en présence et la question très, très politique des confrontations. C'est-à-dire que je pense que la première utopie peut-être des écologistes, c'est de dire que tout va bien se passer, au sens, disons, du fait qu'il n'y aurait que des gagnants et pas de perdants. Ben, non, bien sûr, il y aura des perdants. Il y a des gens qui aujourd'hui en exploitent d'autres. Il y a des gens qui abîment plus la planète que d'autres, etc., sans doute plus que leur part. Et que voilà, dans un système un peu plus apaisé, ben, voilà, il y aura quand même des choses qui ne seront pas forcément possibles. Et donc, et malheureusement, les perdants, ce sont ceux qui aujourd'hui ont les rênes du pouvoir politique, pouvoir économique surtout, sans doute, peut-être d'une certaine manière pouvoir culturel aussi dans un certain nombre de cas. Et c'est plutôt là que je vois en fait la grande difficulté. Voilà. Donc non, j'en reste là, c'est ça, Samuel. Mais bon, voilà, après, je pense qu'on peut lancer on peut continuer le débat là-dessus. Alors, peut-être juste une petite phrase pour conclure. Alors, toujours sur la logique des passeurs, avec Lewis Mumford, en fait, la question des premiers chrétiens, ou disons, ce sursaut peut-être d'humanité qui a permis à des gens comme Wilberforce, finalement, de faire pression, de faire plier finalement d'abord le Parlement anglais, et ensuite effectivement de mettre en œuvre quelque chose qui n'était pas du tout évident. Moi, j'adore cette notion d'abolitionnisme parce que justement c'est un exemple d'un pays, alors certes très puissant à l'époque, au 19e siècle, mais qui a pris une décision unilatérale. S'il a fallu attendre le multilatéralisme, enfin je crois que le Brésil a dû abolir en dernier en 1896 ou quelque chose comme ça, donc on voit bien que ça aurait pris 50 ans ou 60 ans de plus que ce qu'ont pu faire les Anglais. Donc je trouve ça effectivement cet exemple tout à fait pertinent et intéressant. Est-ce qu'il est réplicable aujourd'hui? J'en sais trop rien. Mais donc Lewis Mumford disait, alors lui il écrivait dans les années 60, donc c'est un moment où on avait un petit peu peur de tous mourir dans la guerre nucléaire, donc le début de sa phrase est un petit peu flippant, mais il disait, voilà, si l'espèce humaine doit échapper à son auto-extinction programmée, alors, les mots étaient déjà forts, hein, parce qu'on ne parlait pas de changement climatique, hein, à l'époque, et il disait, le Dieu qui nous sauvera ne descendra pas de la machine, référence au grec évidemment, hein, Deus ex machina, il surgira à nouveau dans l'âme humaine. Voilà. Donc je trouve cette phrase très très belle et très intéressante, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'il ne faut pas aller aujourd'hui retrouver finalement de la vertu, alors peut-être ce mot est un peu chargé maintenant, je ne sais pas, mais et refaire surgir ça au fond de nous-mêmes, et finalement se rendre compte peut-être des implications morales et autres dont vous parliez tout à l'heure. Très bien. Merci à vous tous les deux pour ces belles interventions. Donc maintenant, on vous engage à mettre en dialogue, en opposition, trouver les points communs de vos discours. Déjà, vous avez commencé à le faire, Philippe, dans votre intervention, et vous avez dit que vous comptiez improviser. Euh, et donc, peut-être que je peux vous donner la main pour commencer, si il y a un point particulier que vous auriez bien aimé développer, ou si vous préférez peut-être laisser la main à Jean-François. En tout cas, la seule recommandation que je peux vous donner, c'est de faire des réponses brèves pour qu'on puisse aborder des idées différentes. Bon, je pense que c'est mieux que ce soit Jean-François qui reprenne, non? Peut-être après mon long tunnel de 15-18 minutes. Il faut boire de l'eau. Volontiers. Après, vous avez dit, Philippe, que vous aviez, pendant que je parlais, que vous aviez pas mal de choses que vous aviez envie de
de reprendre ou qui vous avait interpellé. Donc, si vous avez des choses comme ça, mais je peux commencer par une question. Vous parlez vous faites une distinction entre la nature humaine et les problèmes systémiques, on va dire, de système. Je crois que vous avez tout à fait raison. Il y a effectivement plusieurs problèmes imbriqués les uns dans les autres. Mais finalement, se pose la question de pourquoi est-ce que les systèmes dysfonctionnent. Et on voit aujourd'hui qu'on on est face, dans le contexte de la crise du Covid, à des systèmes qui dysfonctionnent de façon assez grave, je trouve, et qui créent des tas de problèmes, avec juste, entre guillemets, une petite crise. Parce que finalement, le Covid, c'est quand même relativement anodin. Ça devrait l'être en tout cas. Même si bien sûr, je nie pas qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes, qui ont des souffrances et des décès liés au Covid, mais je veux dire, à l'échelle de la société, c'est pas une crise aussi importante que pourrait l'être une crise climatique globale, enfin, ou d'autres crises environnementales. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre en quoi est-ce que les systèmes, finalement, seraient déconnectés, finalement, de la nature humaine, parce que pour moi, les systèmes dysfonctionnent parce qu'ils sont le reflet, finalement, des dysfonctionnements de l'homme. La société, c'est l'assemblage des individus, et à partir du moment où l'homme lui-même pose problème, ça entraîne des effets dominos. Voilà. Et donc, sinon, pourquoi est-ce que les systèmes dysfonctionneraient si ce n'est pas à cause de la nature humaine? Voilà ma question. Non, j'ai pas dit que c'était pas à cause de la nature humaine d'une certaine manière, mais disons que il y a quand même, je pense qu'il y a quand même des- comment appeler ça, peut-être des sociétés dont le fonctionnement va plus ou moins fortement flatter les bas instincts de cette nature humaine qui peut être à la fois bonne et mauvaise. Et que donc, finalement, pour prendre juste un exemple très bête, je ne sais pas, sur la question de l'exemplarité des élites, alors je ne vais pas convoquer les textes de la Rome antique, hein, parce que voilà, il nous est resté qu'une petite partie, et puis elle a peut-être été sélectionnée comme il fallait, si vous voulez, mais il y a quand même aujourd'hui, me semble-t-il, une vraie déconnexion possible entre, voilà, enfin, dans une société extrêmement consumériste qui met l'individualité au centre, où finalement, quand on voit ce que devient l'école, je ne sais pas, enfin, on peut débattre là-dessus, mais d'une certaine manière, quand même, elle évolue et ses missions ont évolué. Peut-être que voilà, il y a quand même eu un petit peu un retrait peut-être des humanités, on va dire, dans l'instruction et au profit d'un certain nombre d'autres dispositifs peut-être nécessaire parce qu'effectivement, les familles se sont reportées sur l'école peut-être pour un certain nombre de choses, sur la question de comment est-ce qu'on élève un citoyen, quoi, ou une citoyenne. Bon. Donc, voilà, c'est juste ça que je dis, c'est qu'on n'est pas vraiment dans une société qui incite effectivement ou qui glorifie je sais pas, le message de sobriété, de frugalité, des franciscains, quoi. Enfin, on est un peu loin de ça, quoi. C'est la couverture de Paris Match, c'est plutôt des gens qui prennent des avions. Si l'avion est privé, c'est quand même mieux. Des grosses voitures, des piscines, des belles villas de la Côte d'Azur, voilà. Et donc, après, tout ça, ça ruisselle. Ça ruisselle sur les envies de consommation de chacun. Et puis, quand j'ai pas les moyens de me payer tout ça, moi, je fantasme pas sur le yacht de Bolloré. Mais du coup, je regarde un petit peu ce que mon voisin fait pour les vacances, et puis la voiture qu'il achète, et puis quand il y a le nouveau téléphone qui sort, j'ai envie de me faire un peu plaisir, et du coup, je suis victime de l'obsolescence finalement marketing, qui est une obsolescence des désirs, quoi, voilà, donc qui est provoquée, quoi. Et finalement, tout ça, c'est pour lutter, quoi, quelque part contre une sorte de jalousie qui est quelque part naturelle et exacerbée par les écarts, par les inégalités. Mmh. Donc c'est dans ce sens-là que et voilà, et en fait, il y a des gens dont c'est le métier et dont c'est le gagne-pain, et voilà, c'est comme ça, d'exacerber ces écarts, d'exacerber ces désirs, de faire en sorte qu'ils soient jamais vraiment réalisés.
Et c'est pas très bon, je sais pas, d'avoir des gens qui, le week-end, vont lire Sophocle dans le texte, quoi. C'est pas bon pour la croissance, c'est pas bon pour le PIB, donc ça sert à rien d'apprendre le grec ancien, au lycée, quoi. Et il y a plus beaucoup de profs, puis de toute façon, on a décapité le CAPES, qui est de langues anciennes, qui n'existe de toute façon plus, donc on forme plus de profs, donc ça sera très, très vite réglé. Il suffit d'attendre qu'ils partent à la retraite. Voilà, donc c'est un exemple. Je dis pas que c'est parfait, mais ensuite sur la question je trouve qu'effectivement Covid-19 est une très belle, enfin voilà, il y a des choses à en apprendre, sans doute. C'est peut-être un petit peu tôt pour tirer les leçons, mais il me semble que une des leçons qu'on peut tirer, alors bon an mal an, le système a tenu, hein, je veux dire, mais dans d'autres, peut-être avec d'autres paramètres, il aurait eu plus de mal à tenir. Pourquoi il a tenu là? Il a tenu parce que finalement, les gens qui étaient en première ligne, hein, donc je parle de, enfin, je sais plus si c'est première ou deuxième ligne, mais il y avait évidemment il y a encore, mais il faut parler au présent, toute la question médicale évidemment, puis derrière, il y avait toute la question logistique, hein, on a parlé beaucoup des gens dans les supermarchés, des routiers, etc. Et en fait, finalement, le système a tenu, à trouver sa résilience par le fait que les gens sont allés au boulot. S'il y avait eu une défection d'un certain nombre de personnes dans tous ces métiers très utiles, on aurait eu un problème très très vite. Et donc ça pose la question de la résilience, et qui est un mot très à la mode, mais il me semble que du coup, en fait, il n'y a résilience. La résilience, elle peut être liée à essayer d'installer des circuits courts, elle peut être à être moins dépendant des chaînes de valeur, des chaînes de fabrication mondiales, etc. On en a parlé un petit peu sur les médicaments, sur plein d'autres choses, mais il y a un moment, c'est la résilience, elle est quelque part économique et sociale. C'est parce que les gens vont se lever le matin et ils vont pas avoir peur le soir de ramener la mort à la maison ou je sais pas quoi. Et que très très vite, si on n'a pas cet équilibre économique et social, tout s'écroule un petit peu, quoi. Donc je finis par me dire que, peut-être pour ouvrir sur une autre question, c'est que est-ce que finalement notre challenge, si je puis dire, enfin notre défi, notre général et global, il va être sur la question géologique, énergétique, enfin des choses qui sont des conséquences du changement climatique, des conséquences de la tension sur les ressources? Ou est-ce que finalement, ce sujet-là, qui est un paramètre aggravant, bien c'est certain, va pas être balayé par d'autres problématiques qui sont finalement plus sociales, finalement, quasiment. Très bien. Pour synthétiser la conclusion, et de moi, de ce que j'ai compris de cette longue réponse, c'est que on aurait donc un problème social et économique et d'autres problèmes qui pourraient arriver liés à un désir mimétique de l'homme qui se manifeste dans l'économie par une certaine volonté de toujours avoir plus et aussi peut-être une certaine éducation qui encourage à ce genre de choses et qui s'auto-entretient. Et donc en cela, le système n'est pas forcément basé uniquement sur la nature humaine, mais sur une construction historique et sociale qui perpétue les petites erreurs de chacun, si je puis dire, par un désir mimétique. Et donc, à Jean-François, on pourrait poser la question de savoir si, en tant qu'historien de l'environnement, est-ce qu'il y avait une éducation liée à l'environnement pour les hommes dans leur système qui a pu être vertueuse dans certaines sociétés et les encourager à ne pas tomber dans les travers socio-économiques mentionnés par Phil Hughes? Merci. Je crois que Philippe Bioux y a répondu en fait lui-même, puisqu'il a cité les franciscains, par exemple. Si vous allez dans un monastère franciscain, à l'entrée, on vous dit si vous avez un besoin, vous venez nous voir et on vous apprendra comment vous en passer. Donc, c'est une blague, mais dans le sens où je pense justement que ce que disait Philippe reflète un problème de valeur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a une société, et je le déplore tout à fait comme vous, hein, Philippe, pourquoi est-ce qu'on a une société qui exacerbe les désirs mimétiques, qui ont bien été étudiés notamment par René Girard? Pourquoi est-ce qu'on a une société comme ça? C'est parce que alors ça, c'est mon interprétation motivée par ma foi chrétienne aussi, mais je dirais c'est tout simplement parce que quand on retire Dieu de la société et qu'on dit aux gens il n'y a pas de perspective autre que le monde matériel dans lequel vous vivez,
comment est-ce qu'on peut encourager des gens à aspirer? Alors, bien sûr, il y a la poésie, on peut, on peut, on peut trouver des tas de raisons de vivre qui ne sont pas liées à Dieu, hein. Je ne suis pas en train de dire de tout ramener à Dieu, mais l'existence, la foi dans l'existence de Dieu amène à désirer des choses qui sont différentes de ce que la société nous propose. Dans une société où il n'y a pas de Dieu et où le message implicite, c'est de toute façon, à la mort, il ne se passe plus rien et tout ce que. Donc, profitez-en autant que vous pouvez maintenant, autant que vous pouvez. Il n'y a aucun frein à cette consommation exacerbée parce que quel intérêt j'aurais alors, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont fondamentalement mauvais, je ne crois pas ça. Je pense qu'il y a, et Philippe, vous l'avez dit aussi, il y a dans chaque être humain, il y a des parcelles de bonnes choses, il y a des choses beaucoup plus noires. Mais quand on aspire à des vertus, vous en avez parlé aussi, quand on aspire à quelque chose qui transcende la vie humaine, qui dépasse la jouissance immédiate d'aller consommer, qui est une forme d'idolâtrie en quelque sorte, hein, puisque on parlait beaucoup dans la Bible d'idolâtrie, mais aujourd'hui la consommation c'est une forme d'idolâtrie. Avant on sacrifiait aux idoles, on tuait des animaux et on brûlait, on faisait des sacrifices. Brûler des sacrifices, c'est la même chose que consommer. Le terme consommer, ça vient de consommation, consumer. On retrouve des tas de parallèles avec cette idolâtrie qui est dénoncée dans la Bible et dans laquelle aujourd'hui on se retrouve à pieds joints, mais sans avoir les outils justement pour comprendre ce qui est en train de se passer. Si on fait abstraction de cette clé d'explication qui est donnée par la Bible. Voilà. Un petit tac au tac avant sans doute de passer à la séance des questions-réponses. Mais alors, je pense qu'effectivement, il y avait, je pense que toutes les sociétés humaines, il y a une notion de sacré. Alors, c'est pas forcément au sens déiste, enfin, ou monothéiste, mais voilà, je pense que les Amérindiens, ils empruntaient la terre, enfin, une partie des Amérindiens, peut-être, tout ça est beaucoup de diversité, mais ils empruntaient la terre à leurs enfants, en fait. Hein, c'est ce qui, dans certaines des cosmogonies indiennes. Bon, alors leurs ancêtres très anciens avaient beaucoup abîmé parce qu'il y a eu une forte extinction de la mégafaune au moment de l'arrivée de l'être humain par le détroit de Bering il y a 15 ou 20 000 ans, mais bon, peu importe. Mais, donc, aujourd'hui, il y a encore cette dimension du sacré, mais cette dimension du sacré, alors est-ce que c'est la consommation ou est-ce que c'est même, on pourrait dire, la technologie? Je pense que la technologie a remplacé d'une certaine manière on a exactement les mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'il y a la grand-messe, ça s'appelle le Consumer Electronic Show, il y a les lieux sacrés, la Silicon Valley, il y a les grands prêtres, Steve Jobs, etc., enfin, qui peuvent faire la médiation finalement entre le truc un peu incroyable, incompréhensible, qui est bourré d'intelligence artificielle, et puis moi, quoi. Donc finalement, il y a tous les codes y sont, d'une certaine manière, quoi, y compris d'ailleurs la notion d'hérétisme. Hein. C'est-à-dire que voilà, si on critique, on peut tomber dans l'hérétisme. Dans le cas de l'école numérique, c'est tout à fait le cas. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez qu'un prof sur peut-être 10 000 qui ose dire, mais pourquoi est-ce qu'on installe des ordinateurs dans les salles de classe, ça n'apprend pas à lire? Enfin, on n'apprend pas mieux à lire avec. Si vous dites ça, vous êtes un hérétique. C'est extrêmement compliqué. Donc, voilà, mais il y a eu, enfin voilà, donc à côté de ça, je pense qu'il y a eu tout un mécanisme de. Enfin, moi, je ne suis pas certain que. Alors, c'est vrai qu'il y a le modèle, la question du. Bon, je ne sais pas si j'aurais dû citer les franciscains, du coup, mais alors je précise effectivement pour l'auditoire que personnellement, je suis plutôt agnostique ou athée. Je ne suis pas baptisé et mon grand-père était communiste, ce qui fait quand même beaucoup de. Enfin, j'avais un grand-père communiste, donc ça fait une hérédité tout à fait lourde. Donc voilà, j'ai cité les franciscains parce que voilà, c'est la question de la pauvreté évidemment, mais et comme tout à l'heure vous parliez aussi, Jean-François, de la question de la communauté, je pense que pour moi, il n'y a pas le monde d'aujourd'hui ou bien un monde de demain. Enfin, même l'âge des low-tech, moi je ne l'avais pas pensé comme une grande communauté. Enfin, moi je l'ai pensé plutôt comme un village, je ne sais pas, des années 50, avant que la voiture arrive.
un peu sympa en polyculture élevage avec la maîtresse d'école qui est mariée au médecin de famille. Non, je plaisante un peu, vous voyez, mais enfin, je pense qu'on peut tout à fait avoir des mécanismes qui ne sont pas forcément des mécanismes de hippie, si je puis dire, si je prends les mots du Figaro ou je ne sais pas quoi, et qu'il y a un intermédiaire entre les deux, et que finalement, par exemple, dans les années 60, qui sont des années tout à fait horribles en France, au sens de l'artificialisation des sols, des grands projets, du bétonnage, eh bien, la consommation par personne était peut-être 4 fois moins importante en termes d'énergie, hein, par habitant qu'aujourd'hui. Et pourtant, les gens qui ont vécu les années 60 ne s'en souviennent pas comme des années affreusement liberticides, etc. Donc simplement, tout le monde n'avait pas une voiture, il y avait la 4L du copain qu'on empruntait, je ne sais pas quoi, on covoiturait sans doute plus souvent et on ramenait des œufs à la mamie du village qui, elle, ne pouvait pas se déplacer, que sais-je. Bon, voilà, c'était une autre... Alors, évidemment, de dire comme ça fait un petit peu, ça idéalise un peu le passé. Moi, c'est pas du tout ça l'idée, évidemment, c'est de tirer le meilleur de tout ça, mais il y a d'autres organisations humaines qui sont possibles. Et de la même manière, il y a d'autres schémas de valeurs qui sont possibles. Alors, ils sont maintenant assez éloignés de tout le parcours de l'Occident, on va dire, ou même d'une certaine manière de l'Orient, encore qu'il y aurait des choses à aller chercher en Orient, très certainement. Enfin, puis de toute façon, ils nous ont pas attendus pour avoir leur propre réflexion sur tout ça, mais si vous prenez en Papouasie, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y avait un système, c'était les big men, c'était ceux qui étaient, on va dire, reconnus, qui étaient les plus, voilà, c'était les hommes importants. Alors, bon, c'est très genré, hein, je suis désolé, bon, mais voilà, mais en fait, c'était les plus pauvres. C'était les plus pauvres parce qu'en fait, ils passaient leur temps à distribuer ce qui, en quelque sorte, ce qu'ils gagnaient, enfin, ce qu'ils gagnaient au sens... ce qu'ils récupéraient à la chasse, etc. Donc en fait, pour être finalement reconnu, il fallait non pas accumuler, mais au contraire dépenser de manière ostentatoire. Voilà, c'est un exemple en fait de mécanisme qui permet de réduire les inégalités, etc. Bon, alors sous une autre forme, c'était pas tout à fait bien non plus, mais voilà, quand vous étiez citoyen romain très riche, vous achetiez, vous faisiez construire des thermes pour la ville où vous habitiez, etc. Enfin, il y avait une espèce de côté voilà, bon, alors ça marche peut-être un tout petit peu comme ça avec les gens qui font construire des musées d'art moderne, mais vous voyez, c'est pas tout à fait pour le même bien commun. Puis peut-être il y a un côté fondation pour éviter l'impôt, je ne sais pas. Mais voilà, donc il y a quand même des mécanismes qui ont existé dans le passé. Donc peut-être que effectivement voilà, ce sont je ne sais pas comment ces civilisations-là ont émergé, mais elles ont émergé avec voilà, en activant des capacités de transcendance humaine qui n'étaient pas forcément de la transcendance de religion. Je ne sais pas, pensons aux gens qui sont partis, qui ont quitté leur famille en 1940 ou 41 ou 42, quand on sait l'espérance de vie qu'avait un résistant ou une résistante en 1941, et qui quittaient tout voilà, pour une transcendance qui n'était pas une transcendance religieuse, voilà. Et ils ne mettaient d'ailleurs pas la vie au-dessus de tout, comme on l'a mis pour le Covid, d'où, pourquoi pas, mais voilà, c'est en fait la vraie vie humaine, c'est la capacité de temps en temps, justement, peut-être au sacrifice. Bon, voilà, alors ça nous emmène un peu loin, et j'ai peur de faire flipper tout le monde, là, à 20h30, mais voilà, c'est juste pour ouvrir quelques perspectives. Merci Philippe pour ce retour. Sur la fin, ça me faisait penser pas mal au Juste d'Albert Camus, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, où justement il y a des gens qui se sacrifient pour une notion de justice qui n'est pas forcément rattachée aux valeurs chrétiennes. Et ça fait du bien aussi de voir que c'est possible. Donc maintenant, on va passer donc aux questions de la part du public. Donc je vais lire vos questions qui ont été filtrées par la plupart de mes gentils administrateurs Zoom et Facebook. Donc c'est une question adressée à Philippe Buix. Vous avez beaucoup utilisé tous deux l'expression low-tech. Pourriez-vous expliquer cette expression pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas? Non, là, c'est horrible parce que ça prend 5-10 minutes, donc je ne vais pas le faire comme ça, mais on va dire low-tech au départ, c'est un peu une opposition à high-tech, parce que justement, la dérive high-tech, elle consomme plus de ressources, on recycle moins bien ces ressources, il y a des effets rebonds. À chaque fois qu'on est très efficace, eh bien, il y a aussi des effets rebonds. Donc on peut imaginer si un jour il y a un Hyperloop entre Paris et Marseille en 30 minutes, est-ce que vous croyez vraiment qu'il n'y aura pas plus de gens qui vont faire Paris-Marseille, voilà, etc., etc. Et donc, pour lutter contre cette dérive high-tech ou cet espoir technologique
qu'on va tous s'en sortir grâce à ça, eh bien, j'avais utilisé ce mot low-tech voilà, qu'on pourrait traduire par technologie sobre et résiliente, sobre et durable et résiliente, je ne sais pas, et qui consiste pour moi à convoquer la question de la sobriété, de la frugalité. C'est tellement plus simple d'enfourcher un vélo qu'une voiture propre. La question on va dire de la conception, mais vraiment poussée dans la logique d'économie de ressources et de recyclabilité la plus grande et surtout de durabilité la plus grande. C'est que si on pouvait changer moins souvent nos smartphones et nos ordinateurs, on baisserait déjà considérablement l'empreinte énergétique du système digital. Et puis la question de la place de l'humain, c'est-à-dire qu'on a tendance à se faire plaisir sur la productivité. La productivité, c'est produire plus ou autant avec moins de travail humain, mais moins de travail humain, ça veut dire plus de machines, donc plus d'énergie et de ressources. Et autant on peut se dire que peut-être au 19e siècle, ça a permis de réduire la pénibilité, autant on peut se dire que la machine, dans plein de cas, travaille tout à fait bien et même mieux que l'être humain. Autant aujourd'hui, peut-être les applications qu'on peut voir arriver, je ne sais pas, de remplacer des guichetiers par des machines, de remplacer, j'en sais rien, demain des juristes par des logiciels d'intelligence artificielle, que sais-je, bah, c'est peut-être aller un petit peu trop loin et gâcher un peu les ressources alors qu'on a du travail humain disponible. Voilà. Très bien. Bah, merci pour cette réponse brève et concise. Je passe donc à une deuxième question, cette fois qui est posée aux deux intervenants. Pensez-vous que le peuple doit simplement attendre des changements politiques? Ne sommes-nous pas au moins aussi responsables de la situation que ceux qui nous gouvernent? Allez, Jean-François, je vous laisse commencer. Oui, bien sûr, on est tout à la fois responsable. En plus, on vit en démocratie, donc en théorie, au moins, le pouvoir, c'est nous, vont imposer à nos gouvernants de faire ce que nous souhaitons collectivement. Donc, on est responsable dans le sens où, effectivement, il faudrait qu'on fasse tous pression sous une forme à définir, qui pourrait être, je ne sais pas, une grève. Vous avez entendu parler des grèves de Greta Thunberg pour le climat, par exemple. Ça pourrait être de dire. Alors, en fait, il y a plein de gens qui essaient, hein, parce qu'évidemment, c'est pas facile d'organiser une grève. Qui sait que ça va motiver, etc., de faire une grève pour, entre guillemets, le bien commun, alors que ça va nous coûter personnellement. Donc, d'un côté, bien sûr, c'est de notre responsabilité individuelle de faire pression, d'interpeller nos parlementaires. Enfin, il y a plein de solutions, il y a plein d'idées à creuser. Il y a des actions au tribunal aussi en ce moment. Vous avez entendu parler de l'affaire du TIEC, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui me paraissent extrêmement aller dans le bon sens. Et puis en même temps, on est aussi, bien sûr, on n'est pas dans des démocraties, vous en êtes rendu compte, on n'est pas dans des démocraties parfaites, loin de là. Donc on a aussi, bien sûr, les hommes politiques ont une part de responsabilité dans l'inaction aujourd'hui. Et en même temps, je me mets à leur place. Ils sont vraiment pris entre le marteau et l'enclume, entre des gens qui, comme Greta Thunberg ou comme toute une partie des jeunes aujourd'hui, veulent que ça aille beaucoup plus vite sur le changement climatique, reprochent aux gouvernants de ne pas avancer sur ces questions. Et en même temps, de l'autre côté, toute une autre partie de l'opinion qui veut absolument pas diminuer de niveau de vie, qui veut absolument pas qu'on touche à un certain nombre de privilèges. Et je ne parle pas que des super riches, hein, je parle on est tous, on vit tous largement au-dessus de nos moyens, entre guillemets, au-dessus de ce que la planète peut supporter. Donc il faudrait tous qu'on fasse des sacrifices. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, Philippe, quand vous dites que c'est scandaleux de voir le train de vie de certaines personnes et que, évidemment, tant qu'on a des personnes qui vivent avec un train de vie pareil, ça démoralise et ça démotive tout le monde de faire quoi que ce soit. Donc ça, on est bien d'accord qu'il faut en passer par là. Voilà. Mais donc, c'est à la fois, on est à la fois responsable et à la fois, on subit aussi. Voilà. Ouais, bon, petit complément, effectivement, la réponse courte, c'est de dire on a les hommes et les femmes politiques qu'on mérite, parce qu'effectivement, on est en démocratie, donc quelque part, nous en sommes aussi responsables et qu'il ne faut pas attendre de leur part qu'ils soient visionnaires. En général, ils sont toujours un peu en retard par rapport à la société, en fait. Hein. C'est la société, avec le côté protéiforme que décrivait Jean-François,
réclament, et puis ensuite les hommes politiques et les hommes et les femmes politiques font. Hein. Je veux dire, on a rendu un hommage appuyé à Valéry Giscard d'Estaing. Alors, il n'y a que le Canard enchaîné qui a réussi à donner le nombre d'éléphants qu'il avait abattus dans sa vie en allant à la chasse en Afrique, mais sinon, l'hommage était à peu près unanime en disant ah, incroyable comme il a été progressif, ça a été progressif pendant son septennat. D'une certaine manière, oui, mais en même temps, c'était la société derrière qui, depuis 68 au moins, je ne sais pas, poussait, les années 60, poussait pour ce progressisme. Après, je distinguerais dans la réponse plus compliquée, je dirais juste que tout dépend un peu de l'échelle, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'à l'échelon local, il y a vraiment plein d'hommes et de femmes politiques très, très engagés, très proches du terrain, et je pense qu'on aurait envie de faire des choses. On voit quand même surgir une foultitude d'idées, d'innovations qui sont justement pas toujours des innovations techniques ou technologiques, mais éventuellement politiques, sociales, sociétales, des tests, des soutiens à des recycleries, ressourceries, des repair cafés, je sais pas quoi. Enfin, il se passe quand même des choses un petit peu à gauche, à droite, et ça craquelle et c'est intéressant. Et puis, il y a les personnes plus à destin national, on va dire, et dont le métier est d'avoir un destin national, et c'est un travail à plein temps largement, et donc c'est pas à eux qu'il faut demander d'avoir des convictions. Donc effectivement, il faudra trouver des moyens de pousser. Mais encore une fois, allons chercher les ressources à la fois au fond de nous-mêmes et ensemble et collectivement. Enfin, je veux dire, il y a eu des moments dans l'histoire où il n'y avait pas besoin d'être si nombreux que ça pour faire bouger les choses. Il y a quelques exemples, on en citait tout à l'heure avec Wilberforce. Voilà, il y a eu d'autres moments. Voilà, et donc, je pense qu'il y a aussi des évolutions assez rapides des références, des référentiels. Voilà, il y a des choses qu'aujourd'hui qu'on fait, qu'on supporte, et qui sont, dans 10 ans seront devenues totalement insupportables et inadmissibles et inimaginables. Regardons par exemple ce qui se passe sur les questions du racisme, sur les questions de genre, sur les questions de harcèlement. Enfin, il y a plein de choses qui bougent assez vite en réalité. Et donc, je pense qu'on va vivre des années intéressantes et tout à fait passionnantes de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout se décourager, bien au contraire. Rien n'est perdu, jamais. Et toute tonne économisée sera gagnée, toute année économisée sera gagnée, et il y a encore beaucoup à faire. Merci pour vos réponses éclairantes, pour prendre du recul sur où sont les enjeux et où sont les responsabilités. Maintenant, nous avons une question extrêmement pragmatique de la part des auditeurs. Donc, c'est une sorte de compilation de questions qu'on a pu retrouver. Et, au niveau des personnes, par opposition aux institutions, que faire pour changer les choses? Par où commencer? Pratiquement, existe-t-il des solutions concrètes et réalistes alors que la population est nombreuse et que nous sommes habitués à notre confort, à la technologie, à la consommation énergétique, etc. Ah, alors je commence, mais Jean-François sans doute aura envie de compléter. Enfin, le niveau, moi j'aime bien dire que le niveau familial ou individuel ou personnel, il est tout à fait intéressant, il est tout à fait nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Donc le nécessaire, oui, parce que si on n'est pas convaincu au niveau personnel, comment est-ce qu'ensuite on pourra faire avancer les choses collectivement d'une manière ou d'une autre? Donc les gestes au niveau personnel, alors je ne vais pas donner des conseils de trajet de vie, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut manger moins de viande sans forcément d'ailleurs devenir végétarien tout de suite. On peut composter ses déchets, on peut acheter plus local, on peut acheter plus réparable, enfin faire réparer, faire durer. On peut prendre une voiture plus petite si on n'a pas le choix et qu'on a besoin de la voiture, on fait trop de kilomètres, ou sinon enfourcher un vélo même à assistance électrique parce qu'on est un petit peu dans les collines ou les montagnes. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites. Et puis après, on monte à l'échelon un peu au-dessus, on va dire l'échelon un peu collectif, territorial. Bah là, ça peut être ça peut être entrer dans une association, ça peut être effectivement, alors l'association, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle peut s'opposer aux grands projets inutiles du coin, elle peut interpeller sa mairie ou sa métropole, elle peut créer une association, un repair café, un truc d'informatique libre, ça peut être d'accompagner des enfants en sortie enfin, il y a des millions de choses à faire. Et puis après, il y a des échelons qui sont des échelons qui dépendront, in fine, plutôt du niveau politique, au sens
national du terme, dans lequel on va trouver des questions fiscales, on va trouver des questions réglementaires. Est-ce qu'on interdit, on n'interdit pas, on taxe pas des voitures qui font plus d'une tonne, je ne sais pas combien, etc., etc. Et voilà, pour moi, c'est tout l'échelon qui doit un peu bouger en même temps. Et voilà, il va y avoir des craquements, il va y avoir des difficultés. Mais voilà, effectivement, il y a plein de choses à faire au niveau personnel aussi. Ouais. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Effectivement, les deux échelons, individuel et aussi agir au niveau de la société. Une petite anecdote, il y a 15 ans, j'habitais en Angleterre, on est allé rencontrer un député pour l'interpeller sur le changement climatique. Il nous avait dit, vous êtes avec un groupe d'une association dont je faisais partie, les Amis de la Terre. Il nous avait dit, vous êtes les premières personnes qui venaient me voir pour un problème qui n'est pas personnel, c'est-à-dire il rencontrait tout le temps des gens qui venaient pour un problème de travail ou d'autres choses, et il nous disait vous êtes les premiers à venir l'interpeller. Donc, on l'avait marqué à ce point-là, de ce point de vue-là, ces députés, mais vous voyez que si vous allez prendre rendez-vous avec votre député, vous pouvez tout à fait le faire, allez le voir, allez leur dire que c'est des sujets qui vous interpellent, écrivez-leur, soyez inventifs. Vous voyez, Greta Thunberg, elle a posé une pancarte en disant je fais la grève de l'école parce que c'est vachement important, et puis elle a emmené. Donc il faut être inventif. Je rajouterai un point supplémentaire à ce qu'a dit Philippe, mais ça c'est en tant que chrétien, c'est de prier. Pour moi, on est face à un tel challenge que, vous l'avez compris, je ne suis pas très optimiste sur des solutions humaines. Bien sûr, Philippe a tout à fait raison. Je ne dis absolument pas ça, bien au contraire, pour ne pas s'engager personnellement à changer. De toute façon, et Philippe le dit dans son livre aussi, l'alternative est impensable. Enfin, pour moi, je ne vois pas comment je pourrais continuer à vivre comme si de rien n'était, vu ce que je sais, vu l'énormité du problème. En toute âme et conscience, je ne pourrais pas. Donc ça, c'est même plus une question pour moi. Il faut bien sûr agir. Mais au-delà, face à ce désespoir, désespoir, ce n'est pas le bon terme, mais plutôt l'absence d'espoir de solution humaine, vu tout ce que j'ai expliqué depuis 15 ans, où je vois des pistes de solutions, mais et je peux me tromper, je ne suis pas en train de dire que ça va se passer forcément mal, mais à vue humaine, je suis assez pessimiste sur les solutions, et donc je place ma confiance en Dieu et je demande à Dieu d'intervenir. Parce que dans les exemples que j'ai cités, je crois aussi à la possibilité d'une intervention de Dieu quand on se repent, sincèrement, quand on reconnaît qu'on a eu tort. Collectivement, je pense qu'on peut s'attendre à ce que Dieu entende nos prières. Voilà. Très bien, merci pour vos réponses qui, j'espère, éclairer un nouveau chemin de vie. Maintenant, des questions peut-être plus personnelles, et à Jean-François, vous avez parlé de votre expérience en petite communauté et avez montré la difficulté à changer les choses, même en petit comité. Pour autant, est-ce que votre expérience de permaculture au domaine des courmettes n'a pas nourri la communauté? Alors, on a eu une expérience de permaculture, effectivement, au domaine des courmettes qui ne s'est pas très bien finie, puisque la personne qui était venue est repartie au bout de 2 ans. Parce que justement, lui, il trouvait qu'on n'était pas assez cohérent. Et c'est vrai qu'on n'est pas totalement cohérent parce que justement, dans la communauté dans laquelle on vit, qui est une quinzaine de personnes, on a aussi fait le choix d'accueillir des personnes qui étaient sans domicile fixe, d'accueillir aussi des personnes qui sont pas forcément. Vous savez, l'écologie, c'est un peu sociologiquement, c'est reconnu que la plupart des gens qui s'intéressent à l'écologie me ressemblent un peu, c'est-à-dire qu'on fait des grandes études, des longues études, sociologiquement, c'est connu que plus on a fait des études et plus on s'intéresse plus longues les études et plus on s'intéresse à l'écologie. Donc il y a toute une partie de la population française, et c'est aussi pour ça que je suis un peu
je dirais, dubitatif quand je vois certains programmes écologistes qui idéalisent la motivation des gens, parce que quand on vit dans une petite bulle écologiste des villes, certains les appellent comme ça, et je l'ai été aussi, je veux dire, j'avais pas de voiture pendant 10 ans, etc. J'ai été parmi ces écologistes des villes qui pensions avoir tout compris au problème et qui suffisait d'eux, et il y avait qu'à, et voilà. Et quand on se coltine la réalité d'une vie dans un centre un peu isolé, avec tous les problèmes qui peuvent venir, et l'inclusion de personnes qui ne sont pas forcément en phase, alors à l'autre, avec les valeurs qui sont en phase sur le papier, mais qui, quand il faut concrètement eh ben, voilà, ça amène des tas de discussions, de complications, et je jette la pierre à personne, hein, je veux dire, c'est comme ça, c'est compliqué. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, ça ne veut pas dire que c'est un échec, c'est pas un échec, c'est une école de la vie intéressante, mais qui me montre les limites de ce qui est possible de faire réalistiquement avec des gens, entre guillemets, ordinaires, comme moi. Voilà. Donc, c'est une expérience que j'encourage les gens à faire, mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va solutionner le problème de la faim dans le monde, et de la faim, enfin, du problème écologique souligné par Philippe dans son livre, et dans les miens aussi d'ailleurs. Très bien. Merci pour cette réponse. Je pense je vais vous donner une dernière question parce que notre webinaire touche à sa fin. Et pour cette question, donc, elle est assez longue, donc je vais vous la lire. Pour répondre plus concrètement à la question du webinaire, un autre monde est-il possible? Que pensez-vous qu'il fasse faire? En tant que non-croyante, j'avoue que la foi en Dieu seul ne me satisfait pas complètement comme solution. En voyant le monde tel qu'il est aujourd'hui, je suis assez pessimiste face au futur, car je n'ai pas l'impression que la majorité des personnes ont assez de volonté, de motivation pour changer, et parmi eux des croyants d'ailleurs. En gros, comment donner envie aux gens de changer, puisque c'est apparemment là le problème, sans forcément passer par la conversion à la religion pour toute la population. Entre parenthèses, j'ai suffisamment d'amour pour la planète en tant que non-croyante pour être prête à changer. Je suppose que les autres aussi. Et cette question s'adresse aux deux orateurs et je trouve que c'est une très bonne question de conclusion pour ce webinaire. Oula. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris. En fait, c'est de dire, donc moi non plus, je n'attends pas, du coup, désolé Jean-François, mais je ne prie pas pour un sursaut qui nous viendrait d'une inspiration divine. Donc effectivement, du coup, j'ai envie de faire autre chose. Alors le problème, c'est que moi, je suis un peu cynique, du coup. En fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas le temps aussi, tout simplement, juste la bande passante, quoi, pour s'intéresser et s'occuper de tout ça. C'est-à-dire que quand on tire le diable par la queue à la fin du mois, quand on travaille de manière postée, enfin, il y a 1000 raisons pour pas avoir trop le temps de s'occuper de ça et d'analyser les chiffres de Jean-Marc Jancovici le soir ou le week-end, quoi, hein, comme effectivement les écolos des villes avec un bon boulot peuvent le faire. Donc, moi j'ai tendance à me dire, en fait, c'est pas que les gens veulent pas changer. C'est vrai que les gens aiment pas changer. Pour moi, dans la nature humaine, enfin, on n'arrête pas de prétendre qu'on est tous des innovateurs incroyables et qu'on va vivre dans la Startup Nation. En fait, les êtres humains ont horreur de ça, en réalité, de changer. Les êtres humains ne sont pas des innovateurs. Les êtres humains sont des imitateurs. Donc, quand il y en a un qui change, effectivement, et les autres, si ça marche bien, les autres suivent là plus facilement. Mais en fait, on passe notre temps à changer d'un point de vue social et sociétal. C'est même hallucinant. C'est-à-dire que, et même on finit par plus supporter. Enfin, je ne sais pas, peut-être les jeunes si, mais moi, à force de vieillir, sans doute comme tous les gens qui vont devenir des vieux cons, plus ça va et moins j'ai envie de changer. Et c'est normal, j'ai moins de plasticité à chaque année qui passe. Mais pourtant, la société vient bouleverser en permanence. C'est-à-dire que c'est cette disruption qu'en plus on
dont on nous bassine qu'elle est formidable, qui fait que du coup, bah voilà, avant les gens ils avaient des trajets de vie un peu pépères, ils rentraient dans une société, ils y restaient, et cetera. Maintenant, il faut démarrer par 4 stages, 8 CDI et je sais pas quoi, enfin, et être bouleversé tout le temps, et on va devoir changer de job, changer d'endroit, devenir mobile, et cetera. Bon voilà, c'est pas des changements forcément. Ben, franchement, aujourd'hui, je pense qu'il y a d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets du déclassement pour leurs enfants. Quand on regarde, quand on interroge les classes moyennes, elles disent, «J'ai peur que mes enfants, vivent moins bien, aient plus de mal à se loger, aient plus de mal à trouver un travail», et cetera. Donc il y a une vraie inquiétude, disons sociale et sociétale autour de ça. Et donc il faut que le changement qu'on propose soit un changement positif, qui amène des choses positives très vite. Dans un monde démocratique, il faut que ça arrive très vite. Et je pense qu'il ne faut pas se dire qu'on va, réussir à convaincre les gens de se serrer la ceinture, pour les générations futures. Il y a pas de Aujourd'hui, il y a pas de solidarité intragénérationnelle, d'accord? Vu les inégalités mondiales, et même les inégalités en bas de votre rue, on le sait tous, hein, tout à l'heure, Jean-François, vous parliez de SDF, et cetera. Enfin, il n'y a pas cette solidarité déjà minimale. On est trop nombreux peut-être, je ne sais pas, pour faire ça, ou c'est pas la bonne échelle. Donc, on ne va pas avoir de la solidarité intergénérationnelle en disant: «Moi, mes petits-enfants, ils seront formidables et tout». D'ailleurs, il y a un mot très sympathique, peut-être vous connaissez, de Raimi Samprone, qui dit, «Il ne faut pas demander à quelle terre on va laisser à nos enfants, mais quels enfants on va laisser à la terre», hein. Donc, parce qu'en fait, peut-être que nos petits-enfants, en fait, nous feront trembler tout à fait, et on ne sera pas content de leur avoir laissé un truc, de s'être serré la ceinture pour eux, qui sait? Donc, il faut qu'on trouve un système, des évolutions, des changements, effectivement politiques, sociaux, et cetera, qui amènent vraiment du plus, du bonheur à une majorité de gens. Et puis peut-être un peu des trucs un peu désagréables, mais à une minorité, à une toute petite minorité de gens. Et ça, qu'est-ce que ça peut être? Bah, ça peut être d'inventer un monde de post-croissance, de plein emploi. Pourquoi aujourd'hui on continue à détruire de l'emploi? Bah, c'est de la croissance, en fait, ne fait que réussir à créer quelques emplois de tout ce qu'elle détruit. Est-ce qu'on ne peut pas réimaginer, voilà, une agriculture qui soit plus proche, avec des circuits plus courts, qui soit peut-être un peu moins productive, mais plus riche en emplois intéressants? La réparabilité, et cetera. Est-ce qu'on ne peut pas, au lieu de dépenser, je sais pas, de l'argent pour, faire des nouveaux trucs au silicium, on ne peut pas, faire plus de cours de théâtre, et de musique gratuits dans les écoles, plutôt que de leur acheter des tablettes et des ordinateurs, et cetera? C'est des choses comme ça. Et je pense que, quand on regarde, bien, il y a vraiment énormément de possibilités d'action. Il y a des actions qui sont compliquées parce qu'elles sont enchâssées dans la géopolitique et dans les relations internationales. Par exemple, la taxe carbone, bah, si vous mettez une taxe carbone en France, tout le monde va se tirer, en termes d'industrie, et vous n'avez rien gagné. Mais il y a des choses que vous pouvez agir sur votre territoire, à votre échelle. Et il y en a plein. Je vais prendre un exemple idiot. Si vous dites que dans la restauration rapide, il n'y a plus le droit d'avoir des emballages jetables, eh ben, on ne va pas nous livrer, par drone à partir de Suisse ou de Belgique, vous voyez? Vous êtes sur le territoire, donc il y a des choses qu'on peut absolument faire. Pareil, quand il y a une voiture qui roule, elle est sur le territoire, donc on peut tout à fait décider que demain, qu'au-dessus de 1,2 tonne, ça s'appelle un char d'assaut, ça ne s'appelle pas une voiture. Donc il y a plein de choses en réalité qu'on pourrait tout à fait faire, mais il faut un peu de courage politique et probablement un peu d'innovation politique. J'ai vu tout à l'heure dans la file des questions qu'il y avait des choses sur la Convention citoyenne sur le climat. Bah, c'est pas parfait ce qui s'y est passé, mais c'est quand même intéressant. Pour le coup, c'est un exemple d'innovation politique, et je pense qu'on peut en faire beaucoup d'autres. Alors, moi, ce que je peux peut-être proposer, j'ai pas la réponse à la question, dans le sens où, justement, moi, à une époque de ma vie, euh, quand j'ai découvert le problème du changement climatique, je l'ai découvert au travers d'un livre, enfin, je veux dire, j'en avais conscience déjà, mais j'ai découvert la gravité du problème au travers d'un livre de Jean-Marc Jancovici, il y a plus de 15 ans. Et ça m'a amené à une profonde crise personnelle. Euh, Parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte, je me considérais comme quelqu'un de plutôt pas mal, dans le sens où je réussissais plutôt bien ma vie, j'étais jeune marié, j'avais une petite fille. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais à cette époque-là, j'allais plus du tout à l'église. Et pourquoi je n'allais pas à l'église? C'est aussi parce que je me considérais comme, justement, finalement, je n'avais pas vraiment besoin, je ne comprenais pas vraiment l'intérêt d'aller
à l'église, je ne voyais pas bien en quoi j'aurais besoin de quelqu'un qui vienne interférer dans ma vie, et je n'avais pas vraiment besoin, entre guillemets, d'un sauveur. Et puis, d'un seul coup, j'ai découvert l'ampleur du problème, des problèmes liés au changement climatique. Et ça a fait éclater ma bulle de bonne conscience, en quelque sorte. Je me considérais aussi comme quelqu'un de plutôt pas mal parce que justement, je faisais du vélo, j'étais plutôt écolo, voilà, je faisais pas des grosses bêtises, etc. Donc je me considérais un petit peu au-dessus du panier. Et d'un seul coup, à travers d'un cours que je donnais à ce moment-là, j'étais enseignant à l'université à Lille, j'ai des étudiants qui m'ont dit, je faisais un cours sur l'histoire de l'esclavage et j'ai des étudiants qui m'ont dit, mais comment est-ce que c'était possible au XVIIIe siècle que des gens puissent posséder des esclaves et ne pas se rendre compte de l'énormité du mal qu'ils faisaient? Et j'avais un étudiant qui m'avait dit, pour moi, c'est des barbares, ces gens, je peux pas, ils ne pouvaient pas comprendre. Et je leur ai dit un peu du tac au tac, mais vous, qu'est-ce que vous pensez que vos petits-enfants vont penser de la façon dont on vit aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne risquent pas de se dire un petit peu la même chose, qu'on est des barbares? Et d'ailleurs, j'ai écrit un article après dans Le Monde, dans le journal Le Monde, qui s'intitulait « Et nos enfants nous appelleront barbares ». Et quand j'ai écrit ça, c'est à peu près le moment où Greta Thunberg est née. Donc, vous voyez qu'on est exactement dans ce scénario où maintenant, Greta Thunberg nous dit « vous êtes des barbares ». D'une certaine façon. Elle ne dit peut-être pas ces mots exactement, mais en quelque sorte, c'est ça. Et en fait, c'est cette prise de conscience du fait que j'étais un barbare, en fait, et que mes enfants et mes petits-enfants, ils allaient dire de la façon dont je vivais que c'était complètement inconscient. Comment est-ce qu'ils pouvaient vivre? Comment est-ce que mon père ou mon grand-père pouvait vivre la façon dont il vit avec une voiture, en prenant l'avion, en sachant pertinemment les conséquences de tout ça et en ne faisant rien. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, je ne suis pas du tout aussi bien sous tout rapport que ce que je pensais. Ça m'a amené à une profonde crise personnelle en me disant, bah, en fait, je ne suis pas du tout aussi bien que ce que je crois. Et ça m'a conduit à retourner justement à l'église, parce qu'en me disant, bah, là, en fait, je comprends ce que c'est que le péché, je comprends pourquoi j'ai besoin de quelqu'un qui me sauve de mon péché. Et en même temps, ça m'a procuré une grande joie parce que j'ai aussi compris que ma vie allait devoir être consacrée à essayer de résoudre ce problème. Et c'est ce que je fais, c'est pour ça que je suis là maintenant. Donc, je n'ai pas tellement d'espoir à vue humaine, mais je pense que avec l'aide de Dieu, je peux, et là, je ne dis pas du tout qu'il y a des tas d'autres solutions, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être chrétien, et les chrétiens n'ont pas comme on dit en anglais, un record très positif sur la protection de l'environnement, hein, malheureusement. Donc, je ne suis pas en train de dire que les chrétiens ont tout compris, que les autres n'ont rien compris. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. J'ai juste dit qu'à titre personnel, sans Dieu, je ne sais pas comment faire. Et même avec lui, je ne sais pas tellement, mais au moins, j'espère qu'il va me conduire pas à pas dans la voie où je dois aller. Merci à vous pour ces deux beaux partages. On va passer à présent aux annonces. Donc, les annonces du Forum Veritas commencent tout simplement avec les livres de nos intervenants. J'espère que vous pourrez approfondir vos réflexions en lisant Des esclaves énergétiques de Jean-François Moreau, réflexions sur le changement climatique. On y découvre comment nous, dans notre époque, nous sommes aussi des sortes d'esclavagistes, mais en rapport avec l'énergie. Et je vous engage aussi à lire le livre de Philip Biwix, Le bonheur était pour demain, où des réflexions sont apportées sur l'évolution de la société. Nous avons aussi des replays sur YouTube des anciens forums Veritas et de celui-ci. Il sera disponible d'ici 2 jours normalement. Merci encore d'être venu. Merci d'avoir posé vos questions qui étaient très riches et de tous vos commentaires qui n'ont peut-être pas pu être lus et on en est vraiment désolé. Et on espère que ça a pu motiver votre cerveau à fonctionner, à prendre conscience de tous ces sujets. Et voilà, que vous aussi, vous puissiez être responsable et agir à votre échelle sur ce sujet.
Merci à vous et bonne soirée.